bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre congolais poursuit sa tournée en dehors du pays. Déjà les premières retombées, c'est l'amour retrouvé entre Kinshasa et le Fonds monétaire international. Kinshasa promet d'observer la bonne gouvernance. Lambert Mende menace tous ceux qui seraient tentés de déstabiliser le pays et surtout la partie est de la République. Et rien, assure le porte-parole du gouvernement, ne bloque le déploiement de la force internationale neutre. Une mission de la SADC en séjour à Kinshasa, venue dans le cadre des préparatifs du déploiement de la force internationale neutre. Les membres de cette délégation ont longuement échangé avec le ministre de l'Intérieur Richard Muyej-Manguez-Mance sur la matérialisation de ce projet. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours et encore en confiance. Merci de nous rester fidèles. La RDC et le FMI prêts à lever les obstacles qui faisaient entrave à leurs relations. Matata Ponyo estime que les conditions du dialogue sont positives. Ceci après les négociations avec la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Le Premier ministre a dû donner des garanties à ses interlocuteurs, notamment le président de la Banque mondiale et la DG du Fonds monétaire international, en raison des résultats économiques encourageants enregistrés en République démocratique du Congo. Doudou Ndombe. Aucun accord n'a été conclu de manière officielle avec le FMI. Le Premier ministre s'est surtout appuyé sur les bons résultats économiques qui pourraient favoriser le retour au pays du FMI avec son programme d'aide. La RDC s'est en plus engagée à favoriser la bonne gouvernance et la transparence dans les secteurs miniers. La pomme de discorde qui a envenimé les relations entre Kinshasa et le Fonds monétaire international, c'est la vente par la RDC des 25% de la Gécamine. En réaction, le FMI a suspendu une ligne de crédit de l'ordre de 560 millions de dollars américains. Un arrêt jugé brutal par le Premier ministre congolais, Matata Ponyo ne s'était pas empêché de critiquer cette sanction qu'il qualifiait de disproportionnée. Maintenant, il est question de répartir sur de nouvelles bases, d'envisager le futur avec confiance. Cela passe par la préparation d'un partenariat qui s'appuierait sur de bonnes perspectives. En tout cas, le chef du gouvernement a donné des garanties lors des concertations entre lui, les dirigeants du FMI et de la Banque mondiale. Pour une certaine opinion, la RDC se plie tout simplement aux exigences du FMI en vue de bénéficier d'un nouvel accord au titre des facilités élargies des crédits. Quoi qu'il en soit, la RDC projette dans un proche avenir d'atteindre la croissance économique à 2 chiffres. Annoncé depuis décembre de l'année dernière, le dialogue national semble prendre corps depuis 48 heures avec les consultations entamées par le secrétaire général du PPRD, le parti présidentiel. Ces consultations concerneront les partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition. Cependant, l'initiative suscite plusieurs interrogations. Beaucoup doutent de la crédibilité d'Évariste Bochab. Voici ce qu'en pense votre rédaction. C'est sur un commentaire rendu par Oscar Bakandoa. Les couleurs du dialogue national sont annoncées. Les consultations des partis politiques de l'opposition ont débuté depuis jeudi dernier à Kinshasa. Elles sont menées par le secrétaire général du PPRD qui exécute la volonté du président de la République d'organiser ces concertations censées renforcer la cohésion nationale afin de mettre fin à la guerre dans l'est du pays. Au sujet de ces consultations, des questions s'imposent. Même si le PPRD est la force politique la plus importante de la majorité présidentielle, son secrétaire général va-t-il être pris au sérieux par toutes les forces politiques du pays, surtout celles de l'opposition? Évariste Bochab pourra-t-il rendre fidèlement les conclusions de ces concertations? Pourquoi le président de la République n'a-t-il pas choisi une personnalité neutre de la société civile, par exemple, pour procéder à ces consultations? De l'avis de tous les observateurs, pour plus de crédibilité, une personnalité indépendante œuvrant hors des institutions serait la mieux indiquée. Qu'à cela ne tienne, la machine étant déjà en marche, le numéro 1 du parti présidentiel promet de n'exclure personne, ce qui est une bonne chose. Mais beaucoup d'observateurs disent être inquiets quand Bochab déclare « Nous allons rencontrer le plus de partenaires possible ». Car les non-partenaires du PPRD ne seront pas pris en compte dans son agenda. C'est déjà le premier couac de sa démarche. Face aux défis à relever, il est souhaitable que tout le monde soit impliqué pour essayer de sortir le pays des turbulences dans lequel il est plongé depuis le dialogue intercongolais.
Quant à l'organisation de ce dialogue national, tant réclamé par une frange importante des Congolais, l'intérêt supérieur de la nation devra être privilégié en lieu et place d'autres considérations. Espérons qu'à Kampala, les violences seraient accordées entre-temps entre le gouvernement et le M23 pour que ce dialogue soit organisé le plus tôt possible. En attendant, silence, les consultations n'aiment pas le bruit. On reste dans ce dossier. Les journalistes également commentent à leur manière la désignation d'Évariste Bochab comme celui qui doit entamer les consultations. Serge Kabongo de CCTV déclare que le chef de l'État aurait dû choisir quelqu'un d'autre qui fait l'unanimité au sein de son propre parti politique et dont la société congolaise tout entière. Leader Bakeleaï, un autre journaliste, pense plutôt qu'il est beaucoup trop tôt, prématuré aussi, de porter un jugement sur la personne de Bochab, car ce constat ne sont pas des négociations, ces contacts ne sont pas des négociations à proprement parler. On les écoute dans cet extrait de l'émission Journal de la rédaction choisi par Junior Owawa. Parlons sans embâche. Quel Bochab ne fait pas l'unanimité au sein de la plateforme MP et non plus au sein de du côté de l'opposition. Je ne vois pas Bochab convoquer quelqu'un comme Vital Kamerhe, président de l'INC, parler avec lui des questions qui concernent les dialogues. Si le chef de l'État a vraiment la volonté, on sait qui ont décrié la réélection de Joseph Kabila, une réélection contestée. On aurait bien voulu voir le chef de l'État, s'il veut un aboutissement de ces dialogues, tendre la main à quelqu'un comme l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mossengo. Le dialogue, ce n'est pas entre la majorité et l'opposition, le dialogue, c'est entre les acteurs. Je crois que le confrère a péché en marchant sur la tête avec les jambes à l'air par une approche trop évasive de la question. Il n'est pas encore question, à ce que je sache, en ce qui concerne ce débat dont l'idée a été lancée par le chef de l'État, des concertations proprement dites. Il s'est agi plutôt d'une réunion, d'une rencontre d'information, c'est ça l'expression consacrée, d'une rencontre d'information où les acteurs politiques se rencontrent et mettent leurs avis en ce qui concerne les thèmes de référence de ces débats, quels seront les acteurs, quels seront les lieux et comment ça va se passer. Ouais. Il le fallait parce que vous-même vous avez dit que le chef de l'État l'a annoncé depuis le mois de décembre. Tout le mois de janvier s'est écoulé, rien ne s'est passé. Aujourd'hui, nous en sommes au mois de février. Il ne fallait pas quand même connaître les choses de manière éternelle. C'est ainsi que, investi de ce pouvoir-là, par celui qui avait annoncé ce dialogue, le chef de l'État, le secrétaire général du PPR, le professeur Bochab, a vraiment approché les acteurs politiques qui doivent nécessairement participer à ce dialogue pour voir dans quelle mesure nous pouvons envisager les conditions, des possibilités les meilleures de mettre fin à toutes ces crises à récurrence que le pays est en train de connaître. Alors, vous doutez du fait que M. Kamerhe ne peut pas rencontrer Bochab pour parler. Je vous informe qu'ils ne sont pas des ennemis et qu'aujourd'hui, j'ai suivi sur une vidéo de la place, un responsable et haut cadre de l'UNC, de Vital Kamerhe, exprimer sa volonté d'aller aussi participer à cette rencontre d'information, si c'est pour le bien du pays. Tous ceux qui tenteront de déstabiliser le pays par des guerres ou insurrections et tous ceux qui leur apporteront du soutien seront mis à la disposition de la justice, a fait savoir Lambert Mende vendredi au cours d'un point de presse. Lambert Mende a par la même occasion annoncé l'arrestation de 19 Congolais en Afrique du Sud et 11 en Angola qui se préparaient à renverser le pouvoir en place. Compte rendu en Italo-Ambois. C'est sous un ton ferme que Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, déclare que rien ne pourra bloquer le déploiement de la brigade internationale d'intervention dans la région des Grands Lacs. Selon le porte-parole du gouvernement, un accord sera signé entre les deux pays concernés d'ici la fin du mois. 2500 soldats feront partie intégrante de la MONUSCO avec un mandat plus approprié et plus robuste. Un consensus s'est dégagé, contrairement à tout ce qui avait été entendu. Un consensus s'est dégagé lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba pour la création au sein de la MONUSCO d'une brigade d'intervention chargée d'imposer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Cette brigade devra être dans un premier temps constituée de 2500 soldats qui feront partie intégrante de la force MONUSCO. Elle passera ainsi, la force MONUSCO, de 17 000 hommes actuellement à 19 500 hommes.
Concernant l'arrestation d'un groupe de 19 personnes en Afrique du Sud et 11 en Angola qui tenteraient de déstabiliser le pouvoir en place, le porte-parole du gouvernement se dit consterné et émet le vœu de voir ces personnes être traduites devant les instances judiciaires. Dans le groupe se trouve un certain Étienne Kabila, devenu célèbre pour ses activités contre le président de la République démocratique du Congo. Ils étaient en possession de 5000 fusils AK-47, 500 roquettes TKM, des missiles sol-air, 50 valises satellitaires, 200 appareils talkie-walkie, 1000 grenades offensives. Il y avait là de quoi équiper toute une brigade. Lambert Mende a également remercié l'Afrique du Sud et l'Angola pour leur vigilance, mais aussi pour avoir démantelé ces groupes armés accusés de conspiration contre l'ordre institutionnel de la République. La SADC s'active pour le déploiement de la force internationale neutre. Une délégation de cette organisation sous-régionale séjourne en RDC pour les derniers réglages avant de se rendre dans l'Est. Les membres de cette délégation ont conféré lundi avec le ministre de l'Intérieur et Sécurité Richard Muyej Manguez Mons Oscar Bakandoa. Avant de commencer leur travail, ces délégués de la SADC devaient d'abord faire le point avec le ministre en charge de l'Intérieur et la Sécurité. Richard Muyej Manguez Mons et ses visiteurs ont fait le tour d'horizon de la situation dans l'Est de la RDC. Pour le chef de cette délégation, la SADC doit d'abord s'imprégner de la situation avant le déploiement de ces éléments dans une zone tampon qui sera créée à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Nous sommes ici comme composantes civiles et police pour apprendre, être mis à jour par les gens qui sont sur le terrain en RDC pour que nous, de notre côté, comme la SADC, nous sachions comment on peut mieux intervenir dans cette situation. Dans les prochaines heures, cette délégation de la SADC, composée des civils et policiers, devra se rendre dans le Kivu en vue d'étudier le terrain. La MONUSCO maintenant confirme la présence des troupes rwandaises entre les frontières du Rwanda et de la RDC. La mission onusienne a également jugé le dernier rapport de Human Rights Watch, un rapport qui accuse le M23 et le gouvernement congolais de crimes de guerre. La MONUSCO annonce qu'elle compte publier un rapport identique à celui de l'ONG internationale. Mariam Boya, Blanchard Kandolo. Face à la presse, le porte-parole de la MONUSCO restitue l'entretien que le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies en RDC, Roger Miss, a eu avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo avant son départ pour les États-Unis au pays de Barack Obama. Poursuit-il, le chef du gouvernement a eu des rencontres de travail avec les responsables des Nations Unies sur la situation à l'est de la RDC. Quant à la situation sécuritaire au Nord Kivu, le M23 continue à consolider sa présence dans les zones sous son contrôle, affirme la MONUSCO. Au Sud Kivu, la situation demeure volatile. Elle est tendue et imprévisible, explique le porte-parole militaire de la MONUSCO. Concernant justement ce déploiement de troupes rwandaises le long de la frontière avec la RDC, effectivement, nous avons eu vent de cette information et immédiatement, nous avons déployé deux patrouilles de réaction, forces de réaction rapide, sur les deux lieux qui avaient été initialement indiqués par les informations qui nous sont parvenues. Par ailleurs, faisant allusion au rapport de Human Rights Watch, rendu public ce mercredi même, selon lequel le M23 aurait commis des crimes de guerre, Manoj Munubai, porte-parole civil de la mission onusienne, pense que les conclusions de cette ONG internationale ne sont pas différentes de celles de la MONUSCO. Globalement, les conclusions de Human Rights Watch ne sont pas tellement différentes des conclusions des enquêtes de la MONUSCO. Mais en notre temps, nous allons publier aussi notre rapport. La situation humanitaire au Nord Kivu enregistre des avancées significatives. Le nombre de déplacés dans cette province baisse de 14%, près de 800 000 personnes déplacées au 25 janvier 2013. Ces chiffres représentent l'effectif précédent de 913 724 personnes déplacées en novembre 2012. Coup de projecteur sur cet ouvrage, fruit des années d'études, de recherche et de lutte. La RDC face au complot de balkanisation et d'implosion. C'est le titre de ce livre qui a été écrit de manière collective par des professeurs et des journalistes congolais. Les 400 pages de l'ouvrage décrivent les raisons des guerres cycliques
que connaît la RDC, surtout dans sa partie Est. L'ouvrage a été baptisé par le professeur Théophile Obenga hier dans l'avant-midi. Rosil Martin Mbouyamba. Présenté non seulement à Kinshasa, mais ailleurs aussi dans le pays. Il faut éviter la fragilité africaine. La pertinence de cette œuvre collective dont la rédaction est faite par des chercheurs et des journalistes congolais explique en détail le complot de balkanisation et de l'implosion d'un pays doté d'immenses ressources naturelles. Les intellectuels congolais lèvent le ton et réfléchissent sur le pourquoi et le comment de cette énième agression. Cela grâce à la coordination de l'ICREDES, Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques. Son directeur général, le professeur Justin Kankwenda Mbaya, présente l'esprit du livre. Le livre fait cette analyse et aborde les questions cruciales pour les Congolais. Que faire? Par où commencer? Et avec quelle stratégie? Avec quels moyens? Compter sur quels acteurs? Le livre interpelle. Mais c'est aussi un appel à la mobilisation des acteurs et décideurs politiques. Le gouvernement, notre Parlement, Sénat et Assemblée nationale. C'est pourquoi il faut approfondir et élargir le débat. Des étrangers écrivent beaucoup sur notre pays et sur le Congolais, occupant le terrain du discours et de la réflexion, et reléguant, nous, Congolais, nous reléguant au rôle de consommateurs de leurs produits ou, au plus au mieux, de réacteurs. Nous réagissons à ce qu'ils ont dit ou écrit. Avec ce livre, voici des Congolais, parmi les meilleurs observateurs et analystes de ce pays, qui écrivent comme scientifiques. Le contenu de cet ouvrage fait débat dans l'auditoire, composé non seulement des intellectuels, mais aussi des curieux venus de tous bords. On a noté la présence à cette cérémonie du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Nombreux ont assisté à la présentation de ce livre qui étale à la face du monde des enjeux de guerre et rébellion qui sévissent dans l'Est de la RDC. Ce livre est une interpellation pour les personnes interrogées. On les écoute au micro de Rosil Martin Mbouyamba et Pati Alouma. Le contenu de cette œuvre interpelle plus d'un. Tous ceux qui ont pris part à la cérémonie semblent avoir compris les enjeux de la balkanisation. La plupart adhèrent à cette lutte. Le plus important pour moi, c'est ce défi qui est lancé à l'intelligentsia congolaise, à tous les Congolais, pour qu'on puisse aller, comme vient de le dire le professeur Obenga, pour que nous soyons tous contre ce projet de balkanisation et contre l'implosion. C'est une bonne interpellation à l'endroit de toute la communauté congolaise, et particulièrement ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont des intellectuels, pour réaliser que des idées des autres peuvent favoriser ou aider ou contribuer aux enjeux en cours. Nous savons que notre pays traverse un moment assez difficile face à toutes ces guerres de l'Est et qu'il est temps qu'on puisse dire non au complot de balkanisation de la RDC. Cela rencontre vraiment une lutte, un combat que nous avons mené avant même que l'on commence à parler de la balkanisation. Nous étions en train de dire que notre pays était l'objet d'une convoitise internationale. Au niveau de la société civile, c'était déjà un combat que nous étions en train de mener lorsque nous avons vu les premières guerres qui se sont passées à l'est du pays. Je voudrais aussi rendre hommage au groupe Le Potentiel. Autre chose, à l'issue de leur assemblée générale extraordinaire tenue mardi à l'université de Kinshasa, l'association des professeurs de l'université pédagogique nationale dénonce les crises à répétition qui se vissent au sein de leur établissement. Ils affirment que le communiqué de presse rendu public le 25 janvier émane d'eux. Le corps enseignant de l'UPN déplore l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur et cette institution scientifique de la capitale, Marie-Jeanne Bibomba, Christopher et Dieu merci Sweka. Les professeurs de l'Université pédagogique nationale durcissent les tons. Ils persistent et signent que le communiqué de presse du 25 janvier dernier émane d'eux. En effet, ils accusent les ministres et les tutelles d'entretenir la crise qui perdure dans cette institution universitaire depuis près de 2 mois. L'Assemblée générale extraordinaire des professeurs
a souligné que ces communiqués émanent bien de l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale. Si le ministre s'est senti lésé par quelques aspects de son contenu, c'est puisque les professeurs de l'Université pédagogique nationale sont exaspérés par des crises à répétition qui n'ont fait que trop durer. Ce que l'opinion devrait savoir, c'est que le corps professoral de cette université a été formé dans de grandes universités du monde. Et le travail réalisé ici l'est dans le sens de l'excellence. Ainsi donc, à l'unanimité, l'Assemblée générale extraordinaire demande à Monsieur le ministre de ne pas personnaliser ce communiqué qui est bien celui de l'Assemblée convoquée le 25 janvier 2013. Les corps enseignants réunis en association dit APUPEN a mis en place son comité exécutif qui devra militer pour le rétablissement de la quiétude au sein de cette université. Les professeurs de l'université de Kinshasa, quant à eux, tonnent de nouveau à l'issue de leur assemblée générale ordinaire, tenue samedi au campus même de la colline inspirée. Ils demandent au gouvernement de payer sans condition les salaires retenus pour honorer le crédit véhicule. Dans un ton ferme, leur principal syndicat Apoukin dit avoir rempli sa part de contrat. Oscar Bakandoa et Baby Malobo rapportent. Les professeurs notent ce qui suit. Depuis avril 2010, le gouvernement procède effectivement à la retenue mensuelle d'une partie de leur salaire que le gouvernement lui-même versait directement à ATC. Maintenant que la dette véhicule est arrivée à terme, les professeurs pensent qu'ils sont en droit de jouir pleinement de l'entièreté de leur salaire, et cela à partir de janvier 2013. Ceci vaut même pour ceux de leurs collègues qui n'ont pas bénéficié de véhicules, mais qui entre-temps ont été nommés professeurs par arrêté ministériel. Avant de se prononcer en connaissance de cause, en toute lucidité, avec tous les éléments du dossier, sur les informations reçues, l'Assemblée des professeurs décide d'attendre la paye du mois de février, qui est d'ailleurs proche. Pour cela, les uns et les autres espèrent que le gouvernement de la République respectera tous ses engagements tels que contenus dans le protocole d'accord du 10 avril 2010. Rendez-vous donc est pris pour quelques semaines, le temps de vérifier l'effectivité du paiement de l'entièreté de leur salaire. On va terminer par la culture. La province orientale va accueillir le mois prochain la 10e édition du festival théâtre et animation culturelle en milieu universitaire. C'est dans ce cadre qu'une journée culturelle de sensibilisation a été organisée à Kinshasa pour la mobilisation de toutes les forces vives. Un reportage. En prévision de cette 10e édition prévue en province orientale du 10 au 27 mars prochain, une journée culturelle de sensibilisation a été organisée à Kinshasa pour la mobilisation de tous à cette rencontre qui va regrouper plus de 200 artistes et mécènes du monde culturel. Pourquoi le choix de cette province orientale? Le coordonnateur national du festival estime que cette zone martyre a besoin d'un élan culturel pour redonner l'espoir à sa jeunesse victime des atrocités. La population de l'Est a connu les hostilités et c'est de cette façon-là que nous voudrions aller vers cette population de l'Est en commençant par Kisangani qui était réputée ville martyre pour redonner de l'espoir à cette population. Le président de la Fédération nationale du théâtre pense que le théâtre a un grand rôle à jouer dans les zones touchées par la guerre. C'est un outil d'information, de formation, d'éducation. Et donc je crois que à l'arrière-pays, par exemple, on a besoin d'un théâtre. Mais un théâtre fait pour agir, un théâtre fait pour informer suffisamment les gens. Vous savez que c'est à l'intérieur, notamment à l'Est, il y a eu beaucoup de problèmes et qu'au sortir de cette période post-conflit, par exemple,
les gens risquent de devenir des revanchards et tout ce que vous voulez. Il faudrait qu'on comprenne. Le thème pour cette 10e édition est le triomphe de la nouvelle citoyenneté et la consolidation de la démocratie dans un pays post-conflit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour vous présenter cette édition. Le reste des informations ou de l'actualité, c'est à retrouver sur www.lepotentielonline.com. Au revoir, portez-vous bien.